bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans ce webinaire sur les violences gynécologiques et obstétricales. Donc c'est le 6e webinaire que nous organisons au sein de l'Institut interdisciplinaire santé des femmes IWish, qui est au sein de l'Université Paris-Cité. Donc quelques mots sur cet institut, si vous ne le connaissez pas, pour vous dire ou vous rappeler qu'il a été initié en 2023 et que depuis, il n'a cessé de croître, puisque nous avons maintenant près de 60 équipes qui nous ont rejoints. Donc IWish est constitué de 27 équipes de recherche et 29 équipes de soins. Et chaque semaine, on a de nouvelles demandes, donc vraiment, on est très, très heureux. L'Institut est constitué de 5 axes thématiques qui sont la santé mentale, la santé maternelle, la santé sexuelle et reproductive, les spécificités des femmes dans les maladies chroniques et la santé gynécologique. Et aujourd'hui, c'est vraiment au sein de cet axe, la santé gynécologique, que s'inscrit ce webinaire. Et on a également 2 axes transversaux qui sont l'environnement et vivre et vieillir en bonne santé. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureuses et heureux d'accueillir 3 intervenants. Nous allons d'abord écouter Anne Évrard, qui est coprésidente du CIAN, donc le collectif interassociatif autour de la naissance. Elle va nous parler de la parole des femmes et elle va porter la parole des femmes et des couples comme outil de compréhension des violences obstétricales et gynécologiques. Nous écouterons ensuite Élie Azria, qui est gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité de l'hôpital Saint-Joseph et qui est chercheur épidémiologiste à l'INSERM au sein de l'équipe OPAL et du CRES. Il va nous parler des violences obstétricales et des mots à mettre sur les mots. Enfin, nous accueillerons et nous écouterons Anne Simon, qui est professeure de droit privé, et de sciences criminelles à l'université d'Artois. Elle va nous parler de la justiciabilité des violences obstétricales et gynécologiques. Et Anne Simon est porteuse d'une recherche financée par l'ANR, DOP-VOG, qui s'intitule Déconstruire les obstacles à la prévention et à la justiciabilité des violences obstétricales et gynécologiques. Donc, chaque intervenant et intervenante aura 15 minutes et ça sera suivi de 10 à 15 minutes de questions-réponses. Donc, je vous encourage à mettre dans le chat des éventuelles remarques, commentaires ou questions. Et à la fin des 3 interventions, je lirai certaines de ces questions. Enfin, j'espère le plus possible, mais on n'a jamais suffisamment de temps pour tout prendre en compte. Mais vraiment, n'hésitez pas et on aura un temps d'échange à la fin. Je vais donc maintenant inviter Anne Évrard à prendre la parole. Bonjour. Donc, je suis coprésidente du CIAN. Le CIAN est un collectif. Excuse-moi, Anne, je te coupe. Pour l'instant, on voit un bateau à l'écran. Oui, Je te c'est dirai que vrai. voilà, c'est bon. Voilà, C'est parti. merci. Donc, le CIAN est un collectif d'associations, ce qu'on appelle les associations d'usagers. Donc, on regroupe des associations qui interviennent dans le champ de la périnatalité, qui va pour nous du désir d'enfant jusqu'au postpartum élargi, et qui inclut aussi la question de la gynécologie, pas seulement de l'obstétrique. Et nos adhérents peuvent être aussi des individus qui sont intéressés par cette question-là. On existe depuis près de 25 ans et on travaille cette question de la violence obstétricale et gynécologique depuis de nombreuses années. Et plutôt que de vous parler vraiment uniquement de cette violence, ce qui m'a semblé intéressant, c'était de discuter avec vous des récits que les femmes et les couples font de cette violence. Donc, prochaine diapo. Alors, j'ai voulu commencer par une définition de la violence qui n'a pas été faite par quelqu'un qui travaille dans le champ de la médecine et du soin. Philippe Brault, c'est un sociologue qui travaille en sociologie politique. Mais nous trouvons que cette définition est très intéressante et surtout, elle a l'intérêt de montrer pourquoi il faut partir de la parole de ceux et celles qui vivent la violence, et donc ici de celles qui vivent la violence, pour pouvoir la comprendre et l'analyser. Donc, je le lis avec vous. La violence n'a de sens qu'à travers le point de vue subjectif de la victime qui subit, de l'observateur qui l'enregistre. Elle acquiert sa réalité tangible dans l'ébranlement émotionnel qu'elle provoque. Ce qui autorise à rassembler sous le concept unique de violence des actes qui ont une matérialisation physique et d'autres qui n'en ont pas, c'est donc la souffrance subjective de celui qui subit.
Outre son éventuelle incidence corporelle, elle comporte toujours une dimension proprement psychologique, l'anxiété de se sentir vulnérable, le sentiment diffus ou trop éclatant d'être mis en infériorité. Et on verra que cette définition englobe vraiment toutes les dimensions de la violence obstétricale et gynécologique. Diapo suivante. Alors, euh, pourquoi s'intéresser aux récits et aux témoignages que les femmes apportent, qu'elles apportent très souvent en les envoyant aux soignants et aux institutions hospitalières dans lesquelles elles sont suivies. Eh bien, justement, parce que ces récits, ils sont adressés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont construits non pas comme des mots qui sont jetés de façon un peu volcanique et très émotionnelle sur un papier, mais avec l'idée de les écrire pour quelqu'un, pour une équipe ou un individu, et que ce récit ait une utilité. Et c'est comme ça que ces femmes élaborent, les couples élaborent ces récits. C'est souvent des processus assez longs, nous le voyons, parce que c'est douloureux d'avoir à élaborer ces récits la plupart du temps. Mais ils ont plusieurs avantages. Déjà, ils sont chronologiques. Les femmes commencent au début des événements, poursuivent par la description de ce qui s'est passé, mais aussi elles vont parler des conséquences. Et donc, on a à la fois un récit qui parle des faits, des actes, de leur impact sur la femme et sur le couple. Elles parlent à la fois de la position des soignants et de leur propre position. Elles vont décrire des conséquences à court, moyen et parfois long terme, parce que ces récits peuvent être adressés assez longtemps après les événements. Et puis les femmes dans ces récits, elles posent des questions. Et donc, ces questions peuvent être aussi des points qui vont permettre de comprendre ce qu'il y a à éclaircir, mais aussi de guider l'analyse des soignants pour comprendre ces situations. Et puis, l'intérêt de ces récits, c'est de vouloir faire changer les pratiques. Parce que 100% des femmes et des couples qui adressent ces récits, qui écrivent ces récits, ils le font pour éviter que ces situations se reproduisent. Diapo suivante. Alors, les violences obstétricales et gynécologiques, c'est des événements qui atteignent la relation de soins dans sa globalité. Et elles ont des manifestations multiples, très différentes parfois, mais qui, pour en être étonné, mais c'est la réalité, la plupart du temps échappent à la vision des soignants. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la plupart de ces situations vont être vécues de façon très violente par la femme, par son accompagnant, son conjoint, sa conjointe, mais vont passer sous les radars du soignant. Ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, ces femmes arrivent avec un vécu qui est strictement anormal, mais par contre, qui n'a pas été vécu comme anormal par les soignants. Et c'est grâce à la description des manifestations de ces violences que va faire la femme et le couple que les soignants vont pouvoir en tenir compte. Et donc, on va avoir des récits qui parlent de violences verbales, qui parlent d'une douleur qui est déniée ou très mal accompagnée, qui bien entendu aborde tout le champ de l'information, de la communication, du consentement, du respect ou pas des choix et des scénarios mis en avant par la femme et le couple, une absence d'accompagnement, de bienveillance, tout ce qui concerne l'intimité, la pudeur, le respect du corps. Ça peut être aussi, bien entendu, la brutalité des gestes et des comportements ou des actes médicaux qui ne sont pas appropriés, c'est-à-dire qu'on est face à un soin qui est dégradé par rapport aux meilleurs standards. Diapo suivante. Pour ce qui est aussi des conséquences de ces situations, elles peuvent elles aussi passer à côté de l'analyse du soignant. Alors pour des raisons qui ne concernent pas que les soignants d'ailleurs, hein, effectivement, parfois, les questions ne sont pas posées sur les différents champs des conséquences des vécus violents. Et ces champs, ils sont là aussi nombreux, hein. Ça peut être tout ce qu'on connaît autour des situations traumatiques, et donc avec des manifestations qui sont très variables, mais qui vont être les remontées de l'événement, la réminiscence, la perte du sommeil, tout ce qui est autour des troubles
du sommeil, des cauchemars, l'angoisse, bien entendu, le lien à l'enfant, le lien aux soignants en général, la perte de confiance dans la médecine, une image personnelle dégradée. On peut avoir aussi en parallèle la réactivation de traumatismes antérieurs. À plus long terme, ça joigne parfois une dépression. Et puis aussi des douleurs chroniques, même en l'absence d'atteinte objective, entre guillemets, du corps. On a aussi une atteinte de la sexualité, une atteinte de la conjugalité, et puis des traitements qui vont intervenir souvent assez à distance des événements et qui vont être longs. Et ce qui fait que un nombre non négligeable de femmes, du fait du coût, mais aussi de la complexité de ces soins, peuvent renoncer à tout ou partie de ces soins. Et en fait, les questions dans le suivi des femmes en postpartum ne sont pas toujours posées sur ces éléments-là. Mais aussi quand l'explosion des symptômes arrive au-delà du temps du postpartum, c'est-à-dire au-delà de la visite du postpartum qui se situe autour de 6-8 semaines, eh bien en fait, les soignants d'obstétrique ne vont pas être informés de ces situations. Et puis il y a aussi le fait que les femmes parlent peu de ces situations parce qu'elles en ont honte. Alors de plus en plus aujourd'hui, mais elles ne vont pas s'exprimer spontanément. Et donc c'est par ces récits qui sont faits a posteriori que les soignants vont pouvoir comprendre le lien entre une situation et ses conséquences. Diapo suivante. Actuellement, les traitements des témoignages, ils sont assez aléatoires, euh, du fait même de l'absence de méthodologie autour de ces traitements et du fait que très souvent, les soignants, ils sont finalement un peu démunis et laissés seuls face à ces récits. Quand une femme veut rencontrer un cas où un responsable de service ou un soignant, le soignant incriminé lui-même, le soignant reçoit un récit qui peut vraiment le déstabiliser personnellement ou déstabiliser l'image qu'il a de son équipe, de ses collègues, ce qui rend le traitement difficile. Quand on fait des médiations en établissement, eh bien, même s'il y a une très grande amélioration des conditions de traitement de ces situations, la difficulté, c'est que les parents, les femmes sont très peu informées de ce qui va être mis en place après. C'est la même chose auprès des conseils de l'ordre, où on a une vraie amélioration du traitement des plaintes, mais où par contre, on ne sait pas comment le soignant va évoluer derrière. Et on voit quand même naître des initiatives intéressantes, des comités de retour d'expérience, des revues de mortalité dites de vécu, et puis des formations autour de ces questions. Diapo suivante. Je vous ai mis, ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout lire, parce que sinon je dépasserai largement mes 15 minutes. Le récit d'une femme, quelques extraits du récit d'une femme que j'ai accompagnée il y a peu de temps en médiation. C'est une situation tout à fait actuelle, puisque cette dame a accouché en fin d'année dernière. Et en fait, on a dans ce récit l'exemple de ce que peuvent apporter les femmes. Donc, même si on n'a pas le temps ici de lire toutes les diapos, je pense que ce diaporama pourra vous être mis. Hein, Clémence, pour moi, je n'ai pas de problème pour que le diaporama soit transmis, donc vous pourrez regarder. Et on voit que déjà pendant la grossesse, Madame va donner des informations sur sa situation. Ici, c'est une peur d'accoucher très très forte, une terreur face à la souffrance, et puis des éléments personnels aussi, de situations personnelles assez lourdes, dont le suicide de son père. Et donc cette dame va baliser tout son parcours en répétant ces informations. Diapo suivante. Et pourtant, pendant l'accouchement, une partie déjà de ses choix vont être remis en cause parce que elle n'est pas informée de comment va se dérouler le déclenchement. Elle n'est pas informée du fait que les douleurs peuvent arriver de façon très brutale et qu'on ne posera la péridurale qu'à partir d'un certain stade, ce qui va la laisser pendant quelques heures avec une douleur intense. Elle va avoir une péridurale qui va bien fonctionner, mais on va lui demander d'interrompre les pressions qu'elle met sur la pompe pour mieux sentir lors de l'accouchement. Diapo suivante.
L'expulsion va être terrible parce qu'en fait, en ayant arrêté d'appuyer sur la pompe de sa péridurale, elle ne fera plus effet et elle se retrouvera avec une situation qu'elle avait particulièrement redoutée, une porce de forceps qui se fait en plus sans lui annoncer et où elle aura un vécu tout à fait horrible du fait même qu'elle sent absolument tout ce qui se passe. Diapo suivante. Et à la visite du postpartum, où elle demande des explications au médecin, en fait, il y aura une négation dans un premier temps de sa douleur, puis une reconnaissance assez partielle, mais surtout l'affirmation par le soignant que finalement, il a fait des choix en imaginant ce qui était le mieux pour cette dame, c'est-à-dire sentir quand même un petit peu, ou de toute façon faire le choix que le bébé aille bien plutôt que la dame soit en sécurité. Et donc, elle estime que elle, c'est inacceptable sans son consentement, en fait, puisqu'elle n'adhérait pas du tout à cette analyse de la situation. Diapo suivante. Et qu'est-ce Il qu'a reste deux permis minutes. Oui, Excuse-moi. ça y est, c'est fini dans 2 minutes. Qu'est-ce qu'a permis ce récit pendant le déroulement de la médiation? Alors, c'est intéressant parce que, en fait, ça a permis de comprendre ce que madame avait vécu, bien sûr, mais ça a surtout permis de comprendre ce qui avait dysfonctionné du côté des soignants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un consensus sur la manière de communiquer et d'informer les femmes dans cette équipe. Il manquait vraiment une réflexion à ce sujet. Euh, on a pu voir aussi que tout ce qui était du domaine des alertes psychologiques, on va dire, était assez rarement pris en compte, ou en tout cas de façon très différentielle selon les soignants, et que aussi il y avait des défauts de communication entre les professionnels, chacun finalement travaillant en silo et s'appuyant sur ses propres compétences pour régler la situation des patientes, sans forcément en faire un traitement commun, sans forcément, face à certaines situations, décider de directives communes. Ça a montré aussi que dans cette équipe, il n'y avait pas de temps réellement prévu pour reprendre le déroulé des accouchements, sauf quand les soignants estimaient, eux, que c'était nécessaire. Et puis que globalement, c'était vrai que c'était une équipe où la parole des femmes était moins valorisée que l'analyse des soignants. Dernière diapo. Quelle perspective du coup pour prendre en compte le récit de ces femmes comme outil d'évaluation des pratiques et de meilleure compréhension des violences obstétricales et gynécologiques? Eh bien, on pourrait envisager un travail conjoint association soignants pour travailler une méthodologie pour l'utilisation de ces récits, et puis s'appuyer sur l'apport de la recherche, non seulement de la recherche médicale, mais aussi des sciences humaines, de façon à faire un travail qui permette que ces récits deviennent vraiment des outils utilisables en pratique courante par les équipes de soins. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la place à Élie. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, nous allons enchaîner sans perdre de temps avec Élie Azria. Élie, je t'invite à partager ton écran. Tout de suite. Alors, c'est bon, vous voyez le... Oui, parfait. Timing parfaitement respecté par Anne Évrard. Merci, Anne. Alors, pour l'instant, on voit toujours le bateau. Voilà. Élie, c'est parti pour 15 minutes. Merci. Je vais essayer de relever le défi de ne pas dépasser et de faire aussi bien qu'Anne là-dessus. Voilà, l'enjeu de cette présentation ici, c'est vraiment de partager avec vous une réflexion qu'on a pu avoir d'ailleurs dans le cadre d'une commission de la Société française de médecine périnatale autour justement de cette question des violences obstétricales et gynécologiques, une réflexion sur les mots à utiliser pour désigner un certain nombre de faits et en particulier face à une difficulté qui est qu'on est face à des situations qui sont extrêmement variables. Anne en a rappelé un certain nombre. Il y a des problématiques de défaut de consentement, défaut d'information. Il y a des pratiques des pratiques interventionnelles qui se font à vif, sans analgésie efficace. La césarienne en particulier, hein, il y a des enquêtes qui documentent ça de manière très claire et qui montrent
l'importance d'ailleurs de ces phénomènes douloureux pendant des césariennes, alors que souvent, on pourrait imaginer qu'on peut prendre le temps d'une analgésie, et puis d'autres phénomènes comme des propos injurieux, des propos dégradants ou humiliants. Voilà. Et donc, toute la question ici, c'est comment nommer tout ça. Le choix des mots, bien évidemment, on sait qu'il est crucial, hein, de manière générale. Et il est tout particulièrement pour aborder un phénomène comme celui qui traverse aujourd'hui l'obstétrique depuis quelques années, quelques décennies même, pourrait-on dire, qui est celui donc de ces dénonciations de violences obstétricales, de non-respect, de maltraitance institutionnelle, d'actes délictueux, de ce qu'on appelle aussi des soins irrespectueux, et parfois même on parle de viol. Et donc, pour pouvoir utiliser les bons termes, tout cela, bien évidemment, ne sont pas synonymes, hein, mais ce sont des termes qui apparaissent dans différents registres, qui apparaissent dans le débat public, qui apparaissent dans le cadre des revendications militantes. D'autres apparaîtront dans le champ des échanges professionnels ou des publications scientifiques. Et puis, on en voit aussi qui sont quelque part institutionnalisés au travers de publications d'instances comme l'OMS, comme le Conseil de l'Europe, et on le verra plus tard comme le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes ou l'Académie nationale de médecine. Eh bien, définir les termes, s'entendre sur les définitions, c'est extrêmement important, je crois, parce que ça permet d'aborder cette question avec toute la rigueur qu'elle mérite. Et d'autre part, il faut éviter à tout prix, bien évidemment, que le fond du sujet et que les actions qui nécessitent d'être mises en place soient mises de côté, soient retardées au motif de désaccords sémantiques qui sont bien souvent des alibis pour ne pas agir. Alors, quelques mots peut-être juste pour revenir sur l'histoire de cette terminologie de violence obstétricale. En fait, on voit apparaître ce vocable au début, en réalité, dans des écrits qui relatent des faits identifiés dès le XVIe siècle et qui sont des actes de conversion, alors qui concernent toujours, hein, des populations opprimées. Alors ça peut être des populations, des groupes racisés, mais ce sont toujours des femmes. Et on parle ici donc de conversion forcée, on parle en particulier de césariennes forcées faites pour pouvoir donner un baptême à un fœtus qui serait décédé sinon in utero, au mépris bien sûr de la vie de la femme, de stérilisation forcée, de césarienne forcée, d'expérimentation de ce genre de fait. Avec l'évolution de la médecine, en particulier de la médecine périnatale, et la médicalisation croissante, hein, autour de la naissance, médicalisation qui s'est largement développée dans la deuxième moitié du XXe siècle, euh, il y a eu l'apparition de mouvements qui ont cherché à humaniser l'accouchement, à lutter contre une surmédicalisation qui pouvait être vécue comme violente, irrespectueuse, niant le consentement des gens. Et donc, c'est à ce moment-là qu'est apparu ce vocable de violence obstétricale dans les années 80 à peu près, pour désigner une utilisation abusive ou non consentie de procédures médicales. Et ça s'est focalisé très rapidement sur des actes particuliers comme l'épisiotomie, la césarienne, plus récemment sur le déclenchement. Et il y a eu, au point que ce terme est même rentré dans les appareils législatifs dans certains pays d'Amérique latine. Et ces violences obstétricales et gynécologiques sont clairement, dans leur acception contemporaine, en tout cas, sont clairement insérées dans la lignée de violences, à la fois des violences de classe et des violences de genre. Et donc, je le disais tout à l'heure, ce terme a aussi connu, alors il est apparu beaucoup plus tardivement en France,
C'était plutôt dans les années 2010, après le phénomène MeToo, et en particulier avec son institutionnalisation au travers de son apparition dans le rapport du Haut Commissariat, du Haut Conseil, pardon, à l'égalité entre les femmes et les hommes, d'une part, et son utilisation également dans un rapport de l'Académie nationale de médecine. Les deux ont été publiés en 2018, le premier au mois de juin, le deuxième au mois de septembre. Ces deux rapports, donc, qui reprennent d'ailleurs une définition qui est assez proche, hein, des violences obstétricales et gynécologiques, mais qui ont un positionnement néanmoins un petit peu différent. L'Académie nationale de médecine accent plutôt son propos autour des questions de bientraitance et de maltraitance. Ce terme de violence obstétricale a très clairement clivé la communauté médicale, en particulier la communauté obstétricale et sage-femme, les professionnels, des professionnels de la périnatalité. Et il a été contesté. Il a été contesté en particulier par des professionnels de santé. Et ici, je mets un exemple de débat qui a eu lieu dans les colonnes de l'American Journal Obstetric and Gynecology, euh, où a été reproché une dénomination quelque part impropre, dont l'utilisation était croissante, qui renverrait, quand on parlerait de violence obstétricale, ça renverrait à un acte délibéré, c'est-à-dire à une intentionnalité, là où en réalité l'utilisation de termes comme mauvais traitement ou maltraitance laisserait plus volontiers la place à une dimension systémique qui est bien évidemment aussi très, très importante à considérer dans ce champ qu'on cherche à désigner. Et donc ici, ce qui est dénoncé derrière ces violences obstétricales, c'est un amalgame qui consisterait donc à associer des axes obstétricaux potentiellement utiles médicalement, voire parfois salvateurs, à des violences obstétricales et dénoncer le côté peut-être calomnieux que ça pourrait avoir pour les professionnels. Et donc ça, c'est la position de certains professionnels auxquels a été réfuté que si on limite aux rares cas des déviants qui ont vraiment une intentionnalité de nuire, eh bien, on méconnaît finalement le caractère systémique et structurel de ces violences. Et on méconnaît en fait des décennies de structures sociales, d'organisations professionnelles, d'organisations économiques, d'organisations sociales qui ont favorisé réellement la pratique violente qui vont toucher préférentiellement certains groupes, parmi lesquels, bien sûr, des groupes racisés et puis des femmes. Et donc, la question de l'intentionnalité, on voit qu'elle est extrêmement importante. Et d'ailleurs, l'OMS, quand elle donne une définition de la violence, on n'est pas dans le cadre ici spécifiquement des violences gynécologiques ou obstétricales, mais elle introduit la notion d'intentionnalité de cette violence. Mais attention, il faut y regarder un peu plus en détail parce que ce n'est pas l'intentionnalité de nuire ici qui est mise en avant, mais réellement l'intentionnalité de l'acte générateur qui est en avant. Et donc, quelque part, ça déconstruit aussi cette critique qui peut être adressée à l'utilisation de ce vocable violence obstétricale et gynécologique, parce que voilà, là, bien évidemment, il y a quelques professionnels qui peuvent être malveillants, qui peuvent être pervers, qui peuvent avoir vraiment des déviances avérées et donc avoir une intention de nuire, mais la plupart finalement n'ont pas cette intention, mais vont nuire néanmoins parce que phénomènes pris dans des organisations, pris dans un contexte particulier qui vont les amener à méconnaître certaines problématiques. Donc, intentionnalité de l'acte générateur et non pas de l'acte, de la intentionnalité de nuisance extrêmement important.
la question aussi de cette ligne de partage finalement entre la violence inhérente à cette crise majeure, hein, qui est celle de la naissance, et les phénomènes physiologiques qui l'accompagnent, et la violence qui serait le fait donc d'une intervention d'un perpétrateur, eh bien, elle est aussi très importante pour pouvoir se positionner sur les mots à utiliser. Et j'aime bien, moi, utiliser une, un prisme de lecture de tout ça qui avait été proposé par Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand, qui parlait dans un ouvrage qui s'appelle La société du risque, de risque primaire, et qui était le risque naturel, en quelque sorte, le risque auquel tout homme est exposé dans son environnement naturel, et le risque réflexif, qui est le risque, qui est non plus ce risque naturel, mais le risque qui est lié à toutes les procédures de contrôle du risque primaire qui est généré par ça, généré en gros par l'action de la civilisation, par l'action de toutes les procédures de contrôle du risque. Et on peut voir quelque part aussi la même chose avec la violence. Il y a une violence primaire, une violence inhérente à l'acte de naissance, et puis il y a toute la violence liée, ce qu'on pourrait appeler cette violence réflexive, qui est liée finalement à cette médicalisation, et peut-être une médicalisation parfois mal maîtrisée, avec des curseurs qui ne sont pas placés au bon endroit. Et donc tout l'enjeu ici, c'est sur cette ligne de crête extrêmement étroite, c'est de trouver finalement un terme qui permette de distinguer aussi les deux, hein, alors que violence amalgame en quelque sorte violence primaire et violence réflexive, et peut-être que des termes comme traitement inapproprié, mauvais traitement, ou maltraitance pourrait dissiper cette confusion et venir mieux partager, enfin créer cette ligne de partage entre violence primaire et violence réflexive. Alors la question sémantique, elle est pas uniquement posée en France, hein. Il y a vraiment tout un débat sémantique avec derrière tout ça une qualification, une recherche de qualification qui a amené des groupes de travail, d'abord Bauer et Hill, à essayer de dresser une typologie de ces violences, et puis que ça a été repris en 2015 par un autre groupe dirigé par Megan Boren, pour continuer à avancer au travers d'une revue de la littérature extrêmement sérieuse sur ces typologies, avec un choix ici de vocabulaire qui est celui plutôt de privilégier donc le terme anglais mistreatment of women during childbirth, c'est-à-dire maltraitance des femmes autour de la naissance, dans laquelle sont regroupées les violences physiques, sexuelles, verbales, tout ce qui est discrimination, tous ces échecs dans l'obtention de soins conformes aux standards, hein, donc là c'est les mauvaises pratiques médicales dont il est question, mais également des problèmes d'interaction entre les femmes et les professionnels de santé, avec le manque de communication, on le voyait tout à l'heure avec le témoignage qu'Anne rapportait, et puis les contraintes liées au système de santé, et en particulier tout ce qu'on connaît quand on vit à l'hôpital, le manque de ressources, les locaux inadaptés, les procédures pas toujours et puis des problèmes de formation de personnel, des cultures d'établissement, etc. Et donc, pour conclure, une minute, ouais, parfait. pour conclure, je voulais revenir sur justement ce groupe de travail que j'évoquais tout à l'heure, dans lequel d'ailleurs on travaille avec Anne et Clémence, sous l'égide de la Société française de médecine périnatale, où il a été question finalement d'intituler le rapport qui doit très prochainement sortir, Bientraitance en périnatalité, plutôt que de l'axer sur ou d'introduire ce type de violence obstétricale dans le titre, pour les quelques raisons que je vous ai évoquées. D'abord parce que le terme de violence obstétricale, vous l'avez compris, est un terme clivant au sein des communautés professionnelles, qu'il manque peut-être quelque chose en ce terme pour faire le distinguo entre violence primaire et violence réflexive. Et puis, avec cette idée derrière tout ça, de pouvoir emmener tous les acteurs dans la réflexion et de ne pas
d'un point de vue très pragmatique, braquer certains professionnels qui sont peut-être les plus à risque, justement, mais au contraire de pouvoir emmener tout le monde. Quand on parle de bientraitance, ça veut dire aussi qu'on souligne les insuffisances et qu'on garde vraiment dans ce terme la mémoire et la trace de la maltraitance, et donc ça amène à la vigilance. Et puis ça permettait aussi d'inscrire tout ce travail dans une démarche volontariste avec l'idée vraiment de pouvoir améliorer largement les pratiques, ce qui est l'objectif de ce rapport. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Elie, pour cette présentation très stimulante. Nous allons maintenant donner la parole à Anne Simon. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de partager. J'attends juste, voilà. Tac. Mets-toi en plein écran. Voilà, Voilà, c'est bon parfait, c'est bon. pour tout le monde? Oui. Ok. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de participer à cet échange. Et je suis heureuse finalement de passer la troisième puisque les deux premières interventions m'ont bien ouvert la voie puisqu'il il y a bien sûr en droit des enjeux de qualification et donc des enjeux autour de nommer les actes, nommer les préjudices et donc toutes ces réflexions sur la terminologie et sur finalement ce débat entre perception subjective de la violence et comportement objectivement violent au sens de l'intentionnalité, bien sûr, ça anime aussi nos réflexions pour nous, juristes, d'une manière un petit peu différente. Et puis, c'est ce que je vais essayer aussi de montrer aujourd'hui. Donc moi, l'endroit d'où je parle aujourd'hui pour cette présentation, c'est que j'ai coordonné avec ma collègue Elsa Supio il y a quelques années maintenant, une recherche strictement juridique qui s'intitule Les violences gynécologiques et obstétricales saisies par le droit, recherche à laquelle le CIAN et Anne Evrard ont été associés dans le cadre de réunions de travail. Et l'objectif de cette recherche était précisément de chercher dans un contexte de dénonciation des violences gynécologiques et obstétricales par le biais des réseaux sociaux. On pense au hashtag Paye ton utérus, un certain nombre de reportages, d'émissions, de podcasts qui sont sortis dans les années 2015, 2016, 2017, où on a commencé à voir émerger ce mouvement de dénonciation de ce qui était nommé par la société civile, en tout cas par les auteurs de cette dénonciation violences gynécologiques et obstétricales, essayer d'identifier au sein de ces actes dénoncés ce que le droit pouvait avoir à en dire et aussi confronter cette terminologie de violence gynécologique et obstétricale au vocable du droit et notamment à celui de violence qui existe bien sûr en matière pénale pour sanctionner ce qu'on appelle les violences volontaires, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi en matière civile, il peut y avoir de la violence qui va être à l'origine d'un vice de consentement, etc. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu des résultats de cette recherche et des perspectives que cette recherche a pu ouvrir. Donc, au moment où on envisage de commencer cette recherche, on constate qu'il y a très très peu de choses écrites par des juristes sur les violences gynécologiques et obstétricales. Il doit y avoir un article de Diane Roman à ce moment-là qui s'appelle La qualification juridique des violences obstétricales et gynécologiques. Il y a quelques articles, il y a des travaux en sociologie. Qui commencent à émerger aussi, bien sûr, les travaux de Clémence Chance et de Virginie Rosé qui étaient déjà dans le paysage de la réflexion. Et c'est ce contexte assez pauvre en termes de recherche juridique sur la question qui nous fait penser qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un regard un petit peu plus clair sur ce que le droit a à dire des violences gynécologiques et obstétricales. Il y avait déjà à ce moment-là, et c'est un rapport qui a été cité par Elie Azria, le rapport du Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes sur les actes sexistes pendant le suivi gynécologique et obstétrical,
avec un certain nombre de limites. Un certain nombre de limites de ce rapport, notamment sur les qualifications proposées. À la fin de ce rapport, il y a un tableau qui est dressé avec justement un tableau de correspondance entre actes dénoncés et qualifications juridiques à envisager, mais l'analyse était sans doute insuffisante à ce moment-là pour nous permettre de considérer que c'était satisfaisant en termes de qualification juridique. Donc, dans cette recherche, on a exploré le droit confronté à ces actes dénoncés comme ayant été vécus de manière violente dans deux directions. Et on a vraiment mobilisé le droit de deux manières. La première partie de la recherche est consacrée au droit comme outil de prévention des violences gynécologiques et obstétricales. Et c'était peut-être la dimension la moins intuitive à l'origine quand on a commencé ce travail de recherche, puisque on a découvert qu'il y avait une vraie valeur préventive du droit, que le droit avait un rôle à jouer en termes de prévention, mais que pour que le droit joue un rôle de prévention, à la fois en termes de respect du consentement, de respect du choix des patients, en termes de choix du praticien, choix des modalités de prise en charge, etc., pour que le droit puisse être un outil de prévention, il fallait que le droit soit approprié par les acteurs, à la fois par les patientes et les patients, mais aussi par les soignants et les soignantes, et qu'il y avait un vrai travail, et on s'est heurté à on a pris conscience de cette difficulté, qu'il y avait un défaut d'appropriation du droit comme outil de prévention des VOG, à la fois du côté soignant, mais aussi du côté patient. L'autre volet de la recherche, c'est la deuxième partie de la recherche. Le rapport est disponible en ligne, vous pouvez le télécharger très facilement, ainsi que la note de synthèse, si la question vous intéresse, si vous voulez creuser cette question. C'est le droit comme outil de sanction des VOG. Ça, c'était le plus instinctif. On s'est dit, quand un acte est dénoncé comme ayant été violent, est-ce que le droit a la capacité d'appréhender en fait cet acte et éventuellement de le sanctionner? Donc, c'est ce que j'explore là avec vous, là, dans le temps qui me reste, puisque c'est le volet peut-être auquel on pense le plus facilement. La question de la justiciabilité, ce terme, il semble compliqué, mais en fait, il est simple. La question de la justiciabilité, c'est qu'est-ce qui fait qu'un vécu violent peut avoir une traduction dans le champ du droit et de la justice? C'est à partir de quel moment un vécu violent peut avoir une existence pour le droit, donc avoir une qualification juridique et éventuellement donner lieu à une procédure qui sera de nature judiciaire. Ça répond à la question comment le droit peut se saisir des VOG. Et là, je vais vous parler de l'accès à la justice et donc des formes de sanctions par le droit des VOG. Alors, ce qui est important, qu'il faut garder à l'esprit, c'est que parmi l'ensemble des actes dénoncés, et tout à l'heure il a été fait mention de ce qu'on pourrait appeler la violence institutionnelle, et le terme de violence institutionnelle s'éloigne de ce qu'on entend classiquement comme acte violent, acte intentionnel individuel de violence. Donc il y a déjà une polysémie du terme de violence, donc on pourrait revenir sur ces difficultés. Mais le premier critère qui permet de faire basculer un acte ayant été vécu comme violent dans le champ de la justiciabilité, de la justice, du droit et donc éventuellement d'une procédure, c'est un comportement fautif. Je vais utiliser l'expression de comportement fautif comme une expression englobante qui n'est pas une qualification juridique en tant que telle, mais qui permet de dire qu'il faut nécessairement que le soignant ou que le service qui est visé par la plainte ou à partir au sein duquel ce vécu violent s'est manifesté, doit avoir eu un comportement d'écart à la norme. Et il peut y avoir plusieurs normes. Mais s'il n'y a pas d'écart à la norme, si en réalité il n'y a pas de faute, s'il n'y a pas de comportement fautif, il n'y a pas de prise pour le droit. Le droit ne s'intéresse qu'au comportement d'écart à la norme. En tout cas, c'est ce qui permet de déclencher la sanction. Ça, quand je parle du droit comme outil de sanction. En matière de prévention, bien sûr, il peut y avoir du droit sans violation de la norme. Mais là, si on parle des sanctions, il faut nécessairement qu'il y ait un écart à la norme, qu'il y ait une violation de la norme de comportement. Donc ça, c'est la première chose. C'est le critère, c'est ce qui fait basculer un acte ou un geste ou une procédure
dans le champ de ce qui peut être éventuellement sanctionné par le droit. Ce qu'il faut retenir aussi, je vais très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est que la sanction par le droit, elle se fait rarement au titre des violences. Le terme de violence, en droit, il a un sens très restrictif et on ne parle de violence s'agissant de comportements fautifs dans les prises en charge gynécologiques et obstétricales qu'en matière d'atteinte intentionnelle à l'intégrité de la personne. On donne un certain nombre d'exemples dans le rapport de situations qui pourraient donner lieu à des qualifications de violence volontaire. Il y a des illustrations dans la jurisprudence ordinale. Je pense notamment à une décision qui concerne une échographie faite avec beaucoup de brutalité sur le ventre d'une patiente à laquelle on disait que son surpoids faisait qu'on ne voyait rien, et avec des coups portés à répétition au niveau du ventre et des bleus laissés sur le ventre par le soignant, et qui avait donné lieu à une décision ordinale. C'était le Conseil de l'ordre des sages-femmes, enfin la juridiction ordinale. La juridiction disciplinaire, pardon, de l'ordre des sages-femmes qui avait rendu cette décision, où il va y avoir une faute, mais au sens du droit pénal, qui pourrait être appréhendée comme des violences volontaires. Donc, il y a des actes qui peuvent répondre à cette qualification de violence. C'est une qualification qu'on discute aussi, par exemple, pour le recours à l'expression abdominale, dont on sait qu'elle n'est plus recommandée par la Haute Autorité de Santé, voire même qu'elle a été présentée comme pouvant avoir des effets délétères sur les patientes sur lesquelles on les pratique. Là, on se pose la question du contour justement des éléments constitutifs de ce comportement. Est-ce qu'il y a une intention, etc. On pourrait en rediscuter. La faute déontologique, j'ai parlé de jurisprudence des juridictions ordinales, que ce soit bien sûr pour les médecins ou pour les sages-femmes. La faute déontologique, l'écart avec la règle déontologique, donc le fait de traiter les patients avec délicatesse, dans les règles de l'art, peuvent générer une responsabilité sur le plan disciplinaire. La faute civile, c'est la plus courante. On a parlé tout à l'heure du siège, en gros des catégories qui pouvaient générer des plaintes en matière de suivi gynécologique et obstétrical. Si on doit le résumer très simplement, c'est les actes, je dirais les actes inappropriés ou contraires aux règles de l'art, les actes non consentis et les actes sans prise en compte de la douleur. Si on devait synthétiser à l'extrême, ça pourrait donner ça. Ces comportements-là, ils peuvent être appréhendés comme étant des fautes professionnelles, à la fois par le droit civil, quand on est dans des structures privées, donc pour les professionnels qui sont en libéral ou qui sont dans des cliniques privées, ou devant le juge administratif aussi. Ça peut générer en fait du contentieux indemnitaire. Ça veut dire que si on a une faute non-respect du consentement, par exemple, qui génère une atteinte à la personne, on peut avoir une action indemnitaire. C'est ce qu'on appelle la faute civile. Et puis enfin, certains comportements qui sont des comportements d'écart à la norme, ils peuvent être qualifiés d'infractions pénales quand ils correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction pénale. Et là, le droit pénal est très exigeant en matière de qualification des infractions pénales, puisque on exige la réunion de l'élément matériel de l'infraction, de l'élément moral de l'infraction, avec parfois des exigences supplémentaires d'intentionnalité. C'est le cas en matière de violence volontaire, par exemple, ou c'est le cas encore en matière d'infraction sexuelle, ce qui nous a conduit, dans le cadre de la précédente recherche, avec ma collègue Elsa Supio, à coécrire une tribune qui a été publié dans le journal Le Monde au mois d'août 2022 sur cette question très sensible de la qualification du viol gynécologique. On avait parlé, c'était un moment où, pour des raisons de contexte médiatique, il y avait une discussion autour de cette qualification. Et nous, d'un point de vue juridique, on s'est intéressé aux exigences du droit pénal en matière de qualification de viol, indiquant notamment dans le cadre de cette tribune, vous pourrez la lire si ça vous intéresse, mais je vous donne un peu la conclusion, qui était de dire que l'intention de nature sexuelle, le contexte sexuel de l'atteinte est constitutif de la qualification de viol, et qu'en dehors de cette qualification, on est plutôt sur des qualifications de violence volontaire.
ce qui a d'ailleurs justifié que dans une procédure contre un gynécologue obstétricien, les faits soient requalifiés de violence, enfin de viol aggravé vers la qualification de violence aggravée. Autre élément que je voulais mentionner très très rapidement, puisque je vois que le temps file, ce qu'on a constaté, et donc notre conclusion importante dans le cadre de cette recherche, c'est que le droit est doté de tout un tas de mécanismes qui sont aptes théoriquement à appréhender les situations de violence gynécologique obstétricale qui sont dénoncées. Sauf, bien sûr, quand il n'y a pas de comportement, quand il n'y a pas d'écart à la norme. Quand il n'y a pas d'écart à la norme, il peut y avoir des vécus violents sans comportement fautif. Quand il y a des vécus violents sans comportement fautif, le droit n'est pas destiné à appréhender ces situations. Il peut y avoir d'autres réponses qui peuvent être apportées, des réponses de la société civile, dans le cadre de médiation, de discussion, etc. Mais le droit n'est pas forcément concerné. Ce qui est apparu de manière très très claire, c'est qu'il y avait un besoin de clarification des procédures. À quelle procédure Excuse-moi, 1 minute Ouais, pour qu'après on puisse avoir encore des questions. une minute, j'y vais très, 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 très rapidement. Donc, en fonction de l'objet de la demande, est-ce qu'on cherche une indemnisation? Est-ce qu'on cherche la sanction? Est-ce qu'on a besoin d'échanger? Et aussi une meilleure conscience, et ça c'est aussi une question d'appréhension par les acteurs du droit et des outils du droit, et d'appropriation par les acteurs des outils du droit, c'est la possibilité de cumuler ces procédures, de les articuler les unes avec les autres et d'avoir une meilleure vision sur les procédures qui pourraient être engagées. Et la suite, une fois qu'on a dit qu'il y avait des outils du droit, il y avait des outils du droit qui sont susceptibles d'être mobilisés et qui sont pertinents. Eh bien, ce qui nous a interpellés, c'est qu'il y avait besoin de diffuser ces outils vers le terrain, à la fois vers les patients, à la fois vers les professionnels de santé et aussi les professionnels du droit. Qu'il y avait aussi un besoin de déconstruire un certain nombre de croyances erronées en lien avec le droit et qu'il y avait la nécessité de faire une recherche pluridisciplinaire qui impliquerait à la fois les soignants, des sociologues qui peuvent travailler sur ces représentations et sur cette appropriation des outils du droit. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, je coordonne avec une équipe large à laquelle est associée Clémence et Anne Évrard également, et dans le cadre de laquelle on va justement travailler à déconstruire ces obstacles qui peuvent encore limiter l'accès et la justiciabilité, à la fois la justiciabilité des violences obstétricales et gynécologiques. Je vais m'arrêter là.